Les Vas d'Ussé, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Mercredi 5 octobre 2011. Les étudiants d'Éléonore étaient en stage depuis plus de 3 semaines et le conseil pédagogique avait eu lieu la semaine précédente. La jeune femme avait donc pu poser 3 jours pour accompagner François à Athènes pour le 10e congrès européen de médecine interne. Le couple avait décollé la veille à 21h20 de Roissy et était arrivé peu après 2h du matin à leur hôtel, à 6 minutes à pied de l'International Conference Center. Ils étaient fourbus, mais heureux d'être ensemble et s'endormirent rapidement lovés l'un contre l'autre. Pour une fois, François s'était réveillé avant Éléonore et ne résista pas à l'envie de caresser son corps blotti contre le sien. Il était collé à son dos et il savait qu'elle allait réagir aux effleurements de ses mains et de ses lèvres. Il la sentit frissonner et étreignit ses seins, titillant un des mamelons durcis. Des ondes de plaisir submergèrent Éléonore. Les yeux toujours clos, elle s'abandonna aux délicieuses caresses et sentit qu'il l'embrassait dans le cou. Une main de François glissa sur le creux de sa taille, la courbe de ses hanches, puis atteignit son pubis avant de titiller son bouton de rose. La jeune femme gémit de plaisir, ce qui décupla l'ardeur de François, dont la verge durcie se tendit. Chaque baiser, chaque caresse déclenchait chez Éléonore des vagues de volupté qui se propageaient dans tout son corps. Sa respiration devint haletante, et les râles de plaisir qui lui échappaient excitèrent François. Il la pénétra doucement. Elle réagit en tendant ses fesses vers lui pour le sentir entièrement. L'incroyable ardeur de son accueil arracha un cri à François qui lui saisit les hanches et commença un lent va-et-vient, puis sa main chercha son clitoris qu'il caressa pendant qu'elle se tendait vers lui pour qu'il la pénétrât au plus profond. Il la sentit prête à exploser. Il accéléra et elle hurla sa jouissance aussitôt rejointe par François. Ils arrivèrent main dans la main comme deux lycéens amoureux le premier jour de congrès. François portait un de ces élégants costumes italiens et Éléonore avait mis une robe portefeuille blanche à manches longues de son couturier habituel, avec une large ceinture rouge, mettant en évidence sa taille fine, et des sandales rouges à talons sublimaient ses longues jambes. Bien des yeux suivirent la jeune femme avec ses longs cheveux blonds qui cascadaient dans son dos. Ils serrèrent les mains des confrères que François voyait à chaque congrès ou presque. Beaucoup connaissaient déjà le couple que formaient le professeur Vass et sa ravissante femme, au moins de vue en ce qui concernait Éléonore. L'un d'eux, le docteur Costa, un médecin italien, après avoir serré la main à François et embrassé sa femme, leur fit signe de venir à l'écart. « J'occupe la chambre à côté de la vôtre, et je tiens à vous informer que l'isolation phonique est loin d'être au top. Ceci dit, vous entendre vous envoyer en l'air tous les deux, ça met en forme dès le matin, leur dit-il d'un œil malicieux. « Merci de l'information, Alberto, dit François, mais impossible de ralentir notre activité. Il va falloir prévoir des boules qui si tu es gêné. C'est ce que font mes collègues français lors des congrès de la SNFMI, ou nos amis quand nous partons ensemble en vacances. Eh bien, au moins, je sais à quoi m'en tenir chaque matin. Mais pas forcément que le matin. Ça peut être à n'importe quelle heure. Encore mieux. Si je ne me trompe, François, tu as des ascendances italiennes? Exact. Et mon second prénom est Rocco, mais ne le dis à personne. Ce n'est pas bientôt fini, tous les deux, intervint Éléonore. Pour clore le débat, Alberto, je te signale qu'il y a une de tes consoeurs qui langue sur toi depuis un moment. Peut-être que cette nuit, tu ne seras pas seul? Ça résoudra le problème. Voilà enfin quelqu'un de bon conseil. Merci, Éléonore dit Costa en se dirigeant vers la dite consoeur. À la fin de cette première journée, ils passèrent à l'hôtel se changer et mettre des tenues plus confortables pour aller visiter le musée archéologique national d'Athènes, le plus grand musée de Grèce et l'un des plus importants du monde. L'histoire antique n'était pas forcément ce que préférait François, mais au contact d'Éléonore, il avait pris goût à l'histoire. Dans ce musée, ils en apprirent plus sur les origines de la civilisation grecque et découvrirent tous les peuples et les cultures qui l'ont traversée. Les œuvres étaient réparties en 3 sections différentes. Au rez-de-chaussée, la section des sculptures et la section préhistorique, retraçant la naissance et l'histoire de la Grèce, et au premier étage, les fresques et les céramiques, comme les céramiques attiques à figures noires puis rouges. Parmi les pièces les plus importantes figurait le masque mortuaire d'Agamemnon,
le bronze de Poséidon, le jockey d'Artémisius et la tête de Zeus. Ils en sortirent juste avant la fermeture à 20 heures et se dirigèrent vers le temple de Zeus olympien pour y voir les vestiges du plus grand temple de Grèce dédié au père de tous les dieux. Malheureusement, une grande partie du temple avait été détruite par un tremblement de terre au Moyen Âge, et seules subsistaient 15 colonnes sur les 104 colonnes corinthiennes d'origine d'environ 15 mètres de haut. Ils se contentèrent de l'admirer depuis le boulevard avant de se rendre sur la place Saint-Agma, la place la plus animée de la ville, située devant le Parlement grec et où avait lieu chaque heure la relève de la garde et son cérémonial pittoresque et savamment orchestré. De jour comme de nuit, les Evzones, avec leurs bérets de feutre rouge aux glands de soie noire, leurs chaussures à pompons et leurs jupes blanches à 400 plis, se tenaient totalement immobiles devant le Parlement, leur visage impassible, gardant la tombe du soldat inconnu. Lors de la relève, ils effectuaient des mouvements amples et lents, en faisant claquer les clous de leurs chaussures de façon synchronisée. Ils y étaient arrivés juste à temps pour la relève de 21 heures. La tenue des Evzones est très symbolique. Leur jupe, par exemple, a exactement 400 plis. Tu veux savoir pourquoi ? Je n'osais pas te le demander, répondit François un peu moqueur. Eh bien, ces 400 plis symbolisent 400 années de servitude sous l'occupation turque. Et le ferméli, le gilet qu'il porte, n'est pas noir et brodé de blanc à la main par hasard. Le noir symbolise le deuil de l'esclavage et le blanc, la pureté de l'amour pour la liberté. Et les chaussures à pompons ? Ces chaussures s'appellent les tsarouya. Elles sont entièrement fabriquées à la main. La paire pèse environ 3 kilos. Ah oui, quand même. Elles sont non seulement lourdes et dures, mais aussi résistantes et stables. Mine de rien, elles sont spécialement conçues pour les combats de corps à corps. Chaque chaussure comporte 600 points de couture et chaque semelle est armée de 60 clous. Et le pompon noir qui en orne le bout servait auparavant à cacher une lame affûtée qui permettait aux soldats désarmés de continuer à se défendre en frappant leurs adversaires avec le pied. Et moi qui croyais que c'était purement folklorique, réagit François en l'enlaçant pour un baiser. Maintenant, je vais me méfier des chaussures à pompons, quelles qu'elles soient. Près du monument, ils trouvèrent la plaque avec l'oraison funèbre de Périclès, dédiée aux morts de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes en 431 avant Jésus-Christ. Vers 21h30, ils se posèrent dans l'un des nombreux petits restaurants du quartier de Monastiraki, où ils dégustèrent une très bonne moussaka. Une fois leur dîner terminé, ils étaient à mi-chemin entre les quartiers de Plaka et de Monastiraki. Ils se promenèrent dans le quartier et flânèrent dans les petites rues avant de rentrer à l'hôtel un peu avant minuit. Vendredi 7 octobre 2011. La veille, après leur journée de congrès, ils étaient de nouveau repartis dans le passé avec la visite du musée byzantin et chrétien d'Athènes pour y admirer l'une des plus importantes collections d'art byzantin au monde, avec toutes ses icônes, fresques, manuscrits, céramiques, textiles, peintures et mosaïques. Ce musée se trouvait dans la Villa Ilicia, un palais aristocratique du XIXe siècle, et n'avait rouvert que l'année précédente après le tremblement de terre destructeur de 1999. Ils y avaient passé 2 bonnes heures, mais auraient tout aussi bien pu y passer une journée entière. Toutefois, ils ne disposaient pas de tout ce temps. Une fois leur visite terminée, ils se dirigèrent donc vers leur hôtel pour se détendre dans la piscine rooftop et passer un moment intime dans leur chambre avant d'aller dîner à proximité. Ce vendredi, ils avaient opté pour l'ancienne agora d'Athènes et s'étaient donc rendus en métro jusqu'au pied de l'acropole. Récupérée et rénovée grâce à une importante restauration menée par l'American Institute of Classical Studies dans les années 30, elle était le centre de la vie politique, administrative et sociale de la Grèce antique. Ils y virent des monuments essentiels tels que le temple d'Héphaïstos, qui fut ensuite transformé en temple chrétien et risqua d'être détruit par les Turcs pour construire une mosquée. Ils étaient rentrés à l'hôtel vers 19h30 pour se préparer pour la traditionnelle soirée de gala. Éléonore avait fait couler un bain et prit un malin plaisir à s'effeuiller très lentement avant de se diriger vers la salle de bain. Avant d'entrer dans la baignoire, elle releva ses cheveux pour les attacher. Le geste dégageait son cou, et François, qui s'était glissé derrière elle, ne put résister. Il déposa des dizaines de baisers sur sa nuque avant de se déshabiller. Il entra dans l'eau avant elle. Éléonore le rejoignit et s'assit face à lui entre ses jambes.
Leurs bouches se cherchèrent pendant que leurs mains s'activaient sur le corps de l'autre, explorant leurs zones érogènes, faisant monter leur plaisir progressivement jusqu'à la limite du supportable. François ne lâchait pas Éléonore des yeux, guettant sur elle la moindre réaction, ce qui augmentait son excitation. Il était toujours émerveillé par sa capacité à lâcher prise. Elle se donnait entièrement, sans complexe. Il se pencha pour embrasser ses seins fermes et l'attira vers lui. Elle sentit son membre dur et chaud se presser contre son ventre. Un frisson la parcourut et tout son corps se cambra. Elle frémissait de désir à tel point qu'un simple effleurement sur son mamelon durci générait dans tout son corps des ondes de jouissance. D'une main, François l'attira contre lui et aspira un mamelon. Ses lèvres effleurèrent ensuite la peau satinée du sein, remontèrent le long du cou et trouvèrent enfin les lèvres d'Éléonore. Elle les entr'ouvrit pour qu'il y glisse sa langue. Il glissa une main entre les cuisses de sa femme et ouvrit ses lèvres. Une onde de chaleur se diffusa dans son ventre quand il caressa le petit bouton érigé, siège de ses plaisirs. Une vague de jouissance l'envahit. Elle était sur le point de succomber. Elle s'écarta et l'attira vers elle, l'obligeant à se mettre à genoux. Elle prit alors son membre tendu entre ses mains, provoquant une excitation intense chez son mari. Quand il sentit le va-et-vient de la bouche d'Éléonore sur son membre et sa langue en titiller le gland, il gémit de plaisir, un plaisir si violent qu'il ne put se contenir. Il explosa dans la bouche de la jeune femme pendant que des vagues de jouissance le parcouraient. Elle sourit, satisfaite, et se savonna rapidement, se rinça et sortit de la baignoire. Elle se sécha et plongea ses yeux verts dans ceux de François. « Tu es contente de toi, j'imagine » demanda-t-il. « Très. J'adore te donner du plaisir. C'était le cas ?»« Évidemment. Mais je n'en ai pas fini avec toi. » Il était sorti de la baignoire et s'était séché rapidement, avant de la rattraper au pied du lit. Il la serra contre lui, entr'ouvrit ses lèvres et explora sa bouche doucement. Ses doigts papillonnaient sur sa peau. Le baiser s'éternisa, puis ses lèvres descendirent vers le cou qu'il mordilla. Chatouillée, Éléonore sentait son excitation augmenter et la verge de François durcir contre son ventre. Quand les lèvres de son mari caressèrent son épaule, puis l'intérieur du bras, jusqu'à la pliure du coude, sa respiration devint plus rapide. Sans crier gare, François suça un de ses seins, et elle sentit des vagues incandescentes se propager en elle. Le sexe de François devenait de plus en plus dur. Quand il aspira l'autre mamelon, elle se colla à lui, toute son attention concentrée sur les sensations qu'il faisait surgir en elle. Lui aussi sentait des ondes brûlantes l'envahir et son membre se tendre au maximum. Il la renversa sur le lit et sa bouche descendit jusqu'à la toison de la jeune femme. Il se délecta du goût salé d'Éléonore, sa femme. Il voulait la caresser, l'embrasser partout en même temps. Ses mains titillèrent les mamelons au moment où il dénicha son clitoris. Elle gémit, arqua le dos pendant qu'il suçait et caressait de sa langue le bourgeon érectile. Soudain, une lame de fond monta, de plus en plus puissante, et déferla. Elle lui fit comprendre qu'elle le voulait en elle. Il se redressa, s'enfonça, ressortit et la pénétra de nouveau. Elle allait à sa rencontre, s'arc-boutait au maximum pour mieux le sentir. Le désir de François croissait aussi, et il n'essayait plus de le contrôler, suivant le rythme d'Éléonore, entrant profondément en elle, laissant libre cours au plaisir. Ils parvinrent ensemble au sommet et se laissèrent submerger par le déchaînement de leurs sens avec des cris de jouissance irrépressibles. Après un court instant d'inaction, ils reprirent quelques lents mouvements de va-et-vient, avant de s'arrêter, pantelant. Éléonore percevait encore le goût de la peau de François sur ses lèvres, la caresse de ses baisers, la chaleur de son corps sur le sien. Elle ne voulait pas que ça s'arrête. Quand il se retira d'elle et la regarda, elle souriait, rêveuse. Ils durent prendre une douche rapide avant de s'habiller pour la soirée. Pendant que François revêtait un smoking, la jeune femme revêtit une robe longue du soir ivoire, drapée près du corps, en jersey stretch d'Axel Vuatier, avec une seule manche longue, un profond décolleté asymétrique, laissant une épaule et un bras à dénuder, ainsi qu'un côté de la taille, dont la jupe était largement fendue. Avec un chignon tressé orné de 2 épingles à cheveux avec des strass et ses pendants d'oreilles en diamant, un rouge à lèvres rouge, elle était si belle
que François ne put réprimer un sifflement d'admiration. « Si nous ne venions pas de faire l'amour, je te sauterais dessus, séance tenante. »« Et je me laisserai faire, répondit-elle en se collant à lui. Ne me tente pas. » Elle s'écarta néanmoins. « Ce n'est pas l'envie qui manque, mais je préfère attendre un peu que tu aies repris tes forces, répondit-elle avec une mine gourmande. Elle enfila des sandales noires et une pochette assortie et s'enveloppa d'un châle en mousseline de la même couleur. « Tu es sublime. Tes beaux yeux verts ressortent encore plus avec ce rouge sur tes lèvres. Je suis amoureux fou de ma femme, s'exclama-t-il. Alors, embrasse-la et ne t'inquiète pas pour le rouge à lèvres, il tient bien. » Ils firent une entrée remarquée, et quand l'orchestre commença à jouer des hits en version jazz, ils furent parmi les premiers sur la piste pour une rumba sur If I Were a Boy et une valse sur Unchained Melody. Massimo Manzoni, le confrère italien de François, qui l'avait invité à danser 3 ans auparavant à Rome, était présent aussi à Athènes, et il vint inviter la jeune femme pour un foxtrot sur Someone Like You, puis un swing sur Bad Romance. François récupéra sa femme pour un cha-cha-cha sur Just Dance, une rumba sur Run to You et une valse sur Stop, avant de passer le relais à son confrère pour un American Smooth sur Haven't Met You Yet, un tango sur Poker Face et un jive sur Hot and Cold. Quand Éléonore revint s'asseoir quelques minutes, François la serra contre lui. « Finalement, mon collègue me rend service en dansant entre deux avec toi. Ça me repose. Je serai en forme quand nous rentrerons. » Alors que l'orchestre se mit à jouer une version au saxophone de Waka Waka, il entraîna sa femme pour une salsa, suivie d'une valse sur Never Tear Us Apart et d'une rumba sur Calling You. Son confrère vint chercher Éléonore pour un tango sur Back to Black et un foxtrot sur Titanium. Il se faisait vraiment plaisir avec une telle danseuse, même s'il invitait d'autres femmes, mais avec la femme du professeur Vasse, c'était du bonheur à l'état pur. François reprit la main pour une rumba sur With or Without You et 2 valses sur She and Everything I Do It For You. Revenant vers leur table, il s'adressa à son confrère. « À ton tour, Massimo, moi je me repose un peu. »« Avec joie. Avec une partenaire pareille, je suis comblé. » Il entraîna aussitôt Éléonore sur une samba sur Hips Don't Lie, une valse sur I Put a Spell on You et un tango sur Womanizer. Pendant qu'ils dansaient, Costa se moqua un peu de son confrère français. « Alors François, tu as pris un coup de vieux pour te reposer comme ça toutes les 3 danses ? » ?»« Absolument pas. Je préserve mes forces pour cette nuit et t'empêcher de dormir. »« Encore ? Déjà hier, c'était matin et soir. Tout à l'heure, juste avant le dîner, je vous ai entendu vous envoyer au 7e ciel. Vous n'arrêtez jamais tous les deux. Ma parole, vous êtes de vrais lapins. » C'est d'ailleurs notre surnom pour nos amis et la famille. Tu m'en diras tant. Et à part ça, avec la collègue qui avait l'air intéressée, tu as fini par conclure ? Qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr. Eh bien alors, nous n'allons pas trop te gêner. Au besoin, nous allons te donner envie de suivre le mouvement. Il s'interrompit car Éléonore revenait vers lui et le titre suivant était fait pour eux, une valse sur I Will Always Love You. Ils enchaînèrent avec une autre valse, I Have Nothing. Le titre suivant lui rappela des souvenirs, mais impossible de reproduire ce qu'ils avaient fait ce jour-là. En entendant l'introduction de You Can't Leave Your Hat On, Éléonore eut un petit sourire et le regarda droit dans les yeux avec une lueur qui en disait long. Elle dansa effectivement avec lui une rumba très sensuelle, prenant un malin plaisir à l'émoustiller par de subtils frôlements et ses déhanchements. Il faillit perdre le contrôle lorsqu'elle se laissa glisser contre lui jusqu'au grand écart et que, par réflexe, il avait posé ses 2 mains sur le haut de ses cuisses pour refermer ses jambes dans la remontée. Puis une nouvelle fois, lorsque le dos devant lui, elle se laissa glisser doucement jusqu'à être accroupie avant de remonter en se déhanchant tout contre lui. Ils s'éclipsèrent rapidement après cette danse. Beaucoup de confrères suivirent des yeux le couple avec envie. Ce qu'ils s'apprêtaient à faire était une évidence. Costa en eut confirmation quand il rentra dans sa chambre peu de temps après, avec la consoeur qui l'avait séduite. Les cris de jouissance et les gémissements qui leur venaient de la chambre d'à côté furent pour eux un aphrodisiaque très efficace. Samedi 8 octobre 2011. Le dernier jour de congrès était arrivé.
Et ce sont deux couples comblés qui apparurent le lendemain, les yeux brillants de leurs ébats nocturnes et même de l'heure précédente pour le couple français. Éléonore était particulièrement resplendissante, comme souvent après l'amour. Elle portait une combinaison pantalon noir d'Axel Vuatier avec un profond décolleté en V et une large ceinture qui mettait en valeur sa silhouette de mannequin. Tous ceux qui étaient au gala la veille au soir avaient encore en tête la rumba hypersensuelle du couple Vasse. Mais dans la journée, le professeur Vasse remit en avant ses compétences de médecin et de chercheur de niveau international. À l'issue de la journée, Éléonore et François, en tenue décontractée, empruntèrent le métro pour se rendre dans le quartier de Monastiraki, au marché aux puces. L'endroit était une explosion de vie et de couleurs, avec de tout sur les étals et de bonnes affaires en vue, pour ceux qui aimaient marchander. Ils flânèrent ensuite dans les belles ruelles du quartier et son ambiance typiquement athénienne, et rejoignirent la place Monastiraki, avant de se rendre dans le magnifique jardin national, un grand parc où les Athéniens aimaient se détendre ou faire du jogging. Ils s'assirent un moment pour se détendre sur l'un des nombreux bancs, puis firent une halte dans l'un des nombreux cafés pour prendre un apéritif. Ils revinrent vers la place Monastiraki que des musiciens animaient le soir. Puis ils rentrèrent à leur hôtel. Il n'était que 19h30 et ils allèrent se détendre une demi-heure à la piscine avant de réintégrer leur chambre. Le dîner, en Grèce, étant rarement avant 21h30, ils décidèrent de faire un peu de méditation de couple, avec une idée précise en tête, le câlin qui terminait invariablement leur séance. Et en effet, au moment de se faire face et de se regarder dans les yeux en continuant à synchroniser leur respiration, immanquablement, Éléonore eut envie de rire, et ils se laissèrent emporter par leur émotion du moment. François se retrouva allongé sur elle et chercha ses lèvres. Elle interrompit le baiser, roula sur lui et lui tendit la main pour qu'il se relève. Elle l'entraîna sur le lit avec une lueur malicieuse dans ses yeux verts. Ils se dévêtirent l'un l'autre, pressés de se retrouver peau contre peau, ressentant une urgence à se fondre l'un dans l'autre. Leurs corps se quittèrent à regret après l'amour. François suivit Éléonore des yeux quand elle se dirigea vers la salle de bain. « Bon sang, quelle fesse !» pensa-t-il. Il ferma les yeux et rêvassa, visualisant mentalement le corps parfait de sa femme. Quand elle revint, il était toujours dans la même position. Elle s'agenouilla à côté de lui. « À quoi songes-tu, mon amour, ou plutôt à qui ?»« À ma magnifique femme, évidemment, celle dont je suis raide dingue depuis plus de 10 ans. » François l'attira à lui et l'embrassa à pleine bouche. Elle répondit à son baiser avec ardeur, mais finit par s'écarter. « Nous verrons pour un nouveau câlin plus tard, car maintenant, il faut songer à aller dîner, monsieur mon mari. File à la douche pendant que je m'habille. » Quand il ressortit, elle avait déjà enfilé un tailleur noir avec un top cache-cœur rouge, les escarpins rouges qu'elle avait déjà portés au début du congrès. « Mon amour, je n'ai qu'une hâte, c'est de t'enlever tout ça dès notre retour, dit-il en l'enlaçant, avant de prendre un peu de distance pour ne pas craquer. Il enfila rapidement ses vêtements. Il était tout aussi élégant qu'Éléonore dans son costume de bonne coupe. Heureusement, dans leur vie quotidienne, en dehors des congrès, ils étaient plus souvent tous les deux en jean. Ils appelèrent un taxi pour se rendre dans le restaurant qu'ils avaient repéré pour leur dernier soir à Athènes, sur la place Omonia. Le restaurant, une taverne grecque typique, s'avéra juste parfait avec un accueil et une ambiance chaleureuse dans un cadre agréable, des plats traditionnels excellents, avec en plus un dessert et un verre d'alcool local offert et de la musique grecque en fond sonore. Comme ils y étaient allés à l'heure habituelle des Grecs, ils faisaient partie des rares touristes présents à cette heure tardive. Ils discutèrent avec les gens autour d'eux et, emportés par la sympathie naturelle des Grecs, se trouvèrent à parler de leur renouvellement de vœux de mariage à Skópelos. Éléonore comprenait quelques mots de grec et s'efforçait de faire quelques phrases. Les musiciens se mirent à jouer les enfants du Pirée, et instantanément, Éléonore se mit à fredonner la chanson en français. Les personnes présentes, impressionnées par sa voix, lui demandèrent de la chanter vraiment. Comme toujours, elle se prit au jeu, accompagnée par les musiciens, et commença le premier couplet et le refrain en français, mais chanta le second couplet puis le refrain en grec, sous les yeux médusés de François et des personnes autour, qui se mirent à chanter avec elle avant de se lever et danser le sirtaki. Dimanche 9 octobre 2011.
Après le retour tardif de la taverne grecque, François avait déshabillé Éléonore lentement, laissant le désir monter de plus en plus intensément. Ils s'endormirent vers 2 heures du matin, épuisés mais comblés. Leur sommeil fut de courte durée, puisque dès 8 heures, ils partirent à l'assaut de l'Acropole, le symbole de la ville, à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer, en tenue décontractée, jeans basket pour tous les deux. Le couple laissa ses valises à la réception de l'hôtel et prit le métro pour se rendre à ce lieu incontournable d'Athènes. Ils déambulèrent entre le Parthénon, dédié à Pallas Athéna, les Propylées, la porte d'entrée de l'Acropole avec ses colonnes divisées en 2 galeries, les Rectéions, le temple d'Athéna Niké, avec ses 8 colonnes ioniques, la statue d'Athéna Promachos, l'ancien temple d'Athéna et le Lesignon dédié à Déméter et à sa fille Perséphone. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans un restaurant qui surplombait le célèbre complexe monumental antique et occupèrent leur après-midi à visiter le musée de l'Acropole et sa grande collection de pièces provenant de différents monuments du site. Le bâtiment lui-même était une œuvre d'art, une pièce d'architecture contemporaine qui tirait le meilleur parti de la lumière naturelle grâce à ses grandes fenêtres. Pendant la visite, en marchant sur le plancher de verre, ils admirèrent les vestiges de la ville antique à leurs pieds. Mais ce n'était pas le seul attrait de ce musée, qui contenait également de nombreuses sculptures et pièces classiques, et plusieurs fragments d'autres bâtiments importants, tels le temple d'Athéna Niké et les Rectéions, en tout plus de 400 000 œuvres. Enfin, ils accédèrent au dernier étage, construit avec les mêmes dimensions que le Parthénon et tourné de 23 degrés par rapport au reste du bâtiment, de sorte qu'ils avaient une belle vue sur l'Acropole. Même François convint que ce musée l'avait emmené dans un véritable voyage dans le passé et dans la Grèce antique. Une fois qu'ils eurent terminé leur visite du musée, ils descendirent en ville et s'immergèrent dans le quartier de Plaka, l'un des plus anciens quartiers d'Athènes, peut-être le plus ancien, habité depuis 7000 ans. Entre ces rues étroites, ces petites boutiques d'artisanat et de souvenirs, et ces églises byzantines, ils s'imprégnèrent de l'atmosphère grecque qu'ils aimaient tant. Un peu avant 17 heures, ils reprirent le métro pour récupérer leurs bagages et se rendre ensuite à l'aéroport. Ils retrouvèrent le sol français et leur voiture qu'un peu avant minuit. Dimanche 26 février 2012. Encore une fois, Éléonore avait eu la chance que ses étudiants soient en stage. Elle avait donc pu réserver la semaine de son anniversaire pour être à Saint-François pendant les vacances de février. Elle avait fait une partie des enseignements cliniques avant de partir et ferait les autres à son retour sur la dernière semaine de stage. Cette fois, elle allait y fêter son anniversaire comme d'habitude, mais il s'agissait de son 40e anniversaire. Ses parents avaient réservé à la Boîte du Dahu pour le dimanche soir. Toute la famille et les amis seraient là, comme à chaque fois. Les parents d'Éléonore avaient encore investi dans un autre appartement de 8 personnes. La famille de François était devenue la leur, et désormais, tous les frères de leur gendre avaient des enfants. Ils avaient de quoi loger 32 personnes. La répartition avait été un peu complexe, mais tout le monde avait un lit. Lisa et Alexandre avaient laissé leur chambre à Chiara et Jean et avaient élu domicile dans l'appartement occupé par Sarah et Max avec leurs copains Estelle et Théo. Les parents d'Éléonore avaient également loué à un autre propriétaire un appartement de 8 personnes pour Matteo et Vittoria et leurs enfants. Nonna, qui avait désormais 88 ans, avait préféré rester à Ischia avec Alberto et Margherita. S'étaient joints au groupe habituel Fabio, Valentina et leur fils Enzo, ainsi qu'Alan Wilson. À eux tous, ils occupaient plus de la moitié du restaurant, puisqu'ils étaient 40 avec les enfants. Ce fut une soirée très animée, juste interrompue par des appels pour Éléonore. Nonna, Alberto et Margherita avaient téléphoné en début de soirée. Tina avait appelé vers 21 heures. Éléonore avait mis le haut-parleur, car Tina voulait aussi s'adresser à François. Et il y eut un autre appel un peu avant 22 heures. Inattendu celui-là. Il s'agissait de Robbie. Éléonore avait une fois de plus mis le haut-parleur. Elle-même était surprise, car il n'appelait généralement qu'au Nouvel An. François était un peu anxieux, bien qu'Éléonore lui ait appris qu'il s'était marié en 2010. Robbie appelait pour souhaiter un joyeux anniversaire à la jeune femme, mais aussi pour lui apprendre une nouvelle qu'il avait envie de partager. Il allait être papa dans quelques mois. Cette information acheva de rassurer François, qui ressentait toujours une pointe de jalousie
quand il s'agissait du chanteur britannique. En revanche, la plupart des convives découvraient cette relation entre Éléonore et cet autre artiste de renommée mondiale et restaient sidérés. Louis, qui était depuis le début au courant, se chargea de répondre aux questions. Éléonore put tranquillement embrasser son mari, qu'elle avait vu s'assombrir au début de la conversation, mais qui avait semblé soulagé ensuite. Au moment du dessert, tout le restaurant entonna le traditionnel joyeux anniversaire et Éléonore fut couverte de cadeaux. Mais le plus beau d'entre eux restait toujours l'amour de sa vie, et elle lui fit bien comprendre. Les parents d'Éléonore et de François, et 12 enfants, rentrèrent après le repas. Lucrezia, Enzo, Lisa et Estelle étaient les plus âgés, et passèrent la seconde partie de la soirée ensemble. Ils s'étaient rapprochés lors de la journée de ski. Lucrezia, n'ayant jamais skié, les 3 autres l'avaient accompagnée. La plus à l'aise sur les skis était Lisa, et elle avait pris sa cousine en charge. Elle s'avéra très pédagogue, puisqu'à la fin de la journée, Lucrezia commençait à se débrouiller. Les adultes se rendirent en discothèque pour quelques heures. À l'entrée, François demanda à Éléonore de se changer. Il lui donna un sac qui contenait une robe noire, des collants et des chaussures noires. Étonnée, elle s'exécuta néanmoins. Il l'attendit et entra sur la piste de danse avec elle. Une surprise y attendait Éléonore. Elle y fut en effet accueillie par ses anciens camarades moniteurs et certains saisonniers, comme Étienne, qui avait fini par s'installer à Saint-François. Ses copains gendarmes, Romain et Seb, étaient là aussi. La soirée était déjà commencée pour les quelques touristes présents dans la discothèque. Quand Éléonore eut fait la bise à tous ses amis, ce qui incluait le DJ, celui-ci fit une annonce. « J'ai la joie d'accueillir ce soir une fidèle de la station et une amie, avec toute sa famille et ses copains, venus de France, d'Italie, d'Écosse, d'Allemagne et des États-Unis. Une amie dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Si la plupart de tes proches sont là, Ellie, il y a une amie qui n'habite pas très loin, qui voulait te souhaiter aussi ton anniversaire, mais je vais la laisser te délivrer son message. » Il mit en route le projecteur et une image apparut dans la discothèque. Tina. Un grand silence se fit d'un seul coup. Et la voix de la star occupa tout l'espace pour s'adresser à son amie en anglais. « Hello Ellie, je sais, nous nous sommes parlé tout à l'heure, mais je voudrais encore te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu as maintenant une magnifique famille, un mari qui t'adore, 2 superbes enfants, un métier qui n'est plus celui grâce auquel je t'ai connu, mais où tu t'épanouis pleinement. Je ne peux que te souhaiter que ce bonheur perdure encore très longtemps. » Erwin Bach apparut également à l'écran. « Je me joins à Tina pour te souhaiter un joyeux anniversaire, mais je lui laisse ta parole. Elle a encore quelque chose à te dire. Je t'embrasse. » Tina reprit. « J'ai retrouvé dans mes archives une vidéo tournée en 1990 pendant le concert de Lausanne. J'en ai envoyé une copie à François. Ça va te rappeler des souvenirs. Mais je vais te laisser avec un extrait où nous dansons ensemble. Je t'embrasse, ma belle, et je l'espère à bientôt. Embrasse François, Lisa et Alex pour moi. » Tina disparut quelques instants de l'écran. Mais elle réapparut, plus jeune, sur la scène de Lausanne, avec ses 2 danseuses, Jane Lee Carlson et Éléonore, qui remplaçaient Anna Ringerberg. L'extrait était calé sur le moment où Tina présentait ses danseuses et annonçait Proud Mary. Éléonore se plaça alors juste à côté de l'écran, près de l'Éléonore de 1990 qui avait alors 18 ans. Les personnes présentes s'aperçurent alors qu'elle n'avait pas vraiment changé. Même chevelure, même silhouette, même tenue. Éléonore comprit pourquoi François avait insisté pour qu'elle mette cette robe noire et le reste. Et quand sur la vidéo, Tina et ses danseuses commencèrent à bouger, elle dansa avec elles. Les gens dans la discothèque dansèrent également sur la chanson, sans doute une des plus connues de Tina, et ils avaient face à eux une des danseuses en double. Les quelques touristes présents passaient le moment de sidération à la vue de Tina, s'adressant à une de ces danseuses qui étaient avec eux dans la discothèque, se mirent dans l'ambiance festive de la soirée. Éléonore, François, Steph, Thomas et Claudia, mais aussi Sarah et Max, Valentina et Monica, fans de danse, se chargèrent de faire monter la température. Ils rentrèrent vers 4 heures du matin. Wilson, qui les avait accompagnés pour prendre des photos,
était déjà rentré depuis 2 heures. Mon amour, je ne t'ai pas encore donné mon vrai cadeau, dit François en enlaçant sa femme et en la couvrant de baisers. Toi, mon plus beau cadeau reste toujours toi. Je ne veux que toi. Eh bien, je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Tu sais que ça peut être dangereux de dire ce genre de choses, répondit-elle avec un sourire malicieux. Mais tu ne risques rien avec moi. Ce que je veux, c'est te faire l'amour et que tu me fasses l'amour. Alors, qui commence, toi ou moi? À toi l'honneur. Mais avant que tu commences, j'ai mis quelque chose sous ton oreiller. Mais tu attendras ton réveil pour regarder. Je suis prêt. Pour toi. Elle commença à se déshabiller lentement, puis le dévêtit à son tour avant de le faire basculer sur le lit et commença à déposer des baisers sur tout son visage et son cou pendant que ses mains effleuraient son corps. Aucun centimètre ne fut épargné. Il s'abandonna avec délice aux effleurements de la langue et des doigts d'Éléonore. Le désir devint si intense qu'il crut ne pas pouvoir tenir assez longtemps, mais son désir à elle était aussi intense que le sien, et elle s'installa au-dessus de lui, le laissant s'enfoncer profondément en elle. François la regarda, le dos cambré. Elle montait et descendait, son vagin caressant son membre viril durci à l'extrême sur toute sa longueur. François levait les hanches pour venir à sa rencontre. Son désir devint si puissant qu'il ne put le maîtriser plus longtemps. Ils accompagnèrent leur jouissance de gémissements irrépressibles. Éléonore était restée allongée sur lui, son membre encore en elle. Il l'attira vers lui et prit un mamelon dans sa bouche, pendant que ses mains suivaient les contours de son corps. Après un moment, elle s'allongea près de lui. Il se pencha alors sur elle pour l'embrasser et poursuivre ses caresses de plus en plus précises. Éléonore se mit à gémir de nouveau quand il atteignit son bouton érigé, faisant renaître son désir. Ils firent l'amour jusqu'au petit jour et s'endormirent épuisés mais comblés. Éléonore émergea la première et repensa à ce que lui avait dit François juste avant de s'abandonner à ses caresses. Il y avait une enveloppe sous son oreiller. Elle l'ouvrit et lut. « Mon amour, ma vie, depuis presque 13 ans, tu es devenue mon monde. Tu es la femme de ma vie, la seule capable de lui donner des couleurs. Quand tu n'es pas là, tout est noir et blanc. Tu m'as ensorcelée et je ne veux surtout pas être désenvoûtée. Je suis si heureux, comblé et épanoui auprès de toi. Tu as tout ce que j'ai toujours voulu. Tu es tout ce que j'ai toujours cherché. Avant de te rencontrer ce 30 mars 1999, j'avais toujours pensé qu'une femme comme toi, qui aurait toutes les qualités que je recherchais, n'existait pas. J'avais fini par me dire que j'étais trop exigeant, que j'étais à la recherche de quelque chose d'impossible. Et puis tu as débarqué dans ma vie comme une évidence. Tu m'as prouvé que les rêves pouvaient devenir réalité. Je n'osais même plus t'espérer quand tu es arrivé dans ma vie avec tes beaux et grands yeux verts, et tes cheveux qui tombaient en cascade dorée jusqu'au milieu de ton dos, ta silhouette de rêve. Cela fait presque 13 ans que nous sommes ensemble et nous nous connaissons par cœur. J'aime nos discussions, nos confidences, la confiance mutuelle que l'on se porte, cette faculté que l'on a à se dire les choses, même les plus difficiles, même celles qui font mal. Avant toi, je ne parlais jamais de mes sentiments. Tu dois rire en lisant cette phrase, vu tous les mots d'amour que je te dis chaque jour. Mais c'est parce que c'est toi. Tu es mon trésor, et quelle chance j'ai eue d'avoir su lire la carte avant les autres. Je t'aime, je t'adore, et tellement plus encore. Pour toujours, François. Moi aussi, mon amour, je t'adore, et je t'aime pour toujours. Tu me rends si heureuse, murmura-t-elle en effleurant son torse de ses lèvres avant de nicher sa tête dans son cou. Il referma son bras sur elle et la serra contre lui dans son sommeil. Jeudi 17 mai 2012. Comme l'année précédente, Lisa s'était présentée au concours régional de danse, cette fois en danse classique. Classée première à l'unanimité, elle était donc qualifiée et pouvait se présenter au concours national qui avait lieu du 14 au 17 mai à Nice. Elle allait danser sur une variation imposée dont les candidats avaient eu connaissance 2 mois auparavant. Il s'agissait de la danse des heures de la Gioconda d'Amilcare Ponchielli. La fillette avait beaucoup travaillé avec son professeur de classique et avait bénéficié des conseils de sa mère et surtout de ses démonstrations.
Le professeur de classique connaissait bien Éléonore et était resté bluffé par ses compétences en classique qu'elle n'avait pas eu encore l'occasion de voir. Ce n'est que lorsque Steph lui expliqua que sa meilleure amie avait été médaille de bronze à Varna en 1986 et d'or en 1988 qu'elle comprit. Éléonore n'en avait jamais parlé. Lisa vouait une admiration sans borne à sa mère qui était son modèle. François avait assisté à quelques-unes des répétitions de sa fille avec elle. Lui aussi admirait la danseuse qui était sa femme et il était très fier de sa fille, qui était le portrait d'Éléonore. La jeune femme avait initié depuis longtemps sa fille au yoga, et la fillette avait l'habitude d'utiliser les exercices respiratoires et les techniques de relaxation qu'elle lui avait enseignées. Cela lui permettait de gérer son stress. Le yoga lui permettait aussi d'améliorer sa souplesse. Elle avait aussi hérité de la grâce naturelle de sa mère. La mère et la fille avaient pris l'avion le dimanche à 12h30 et étaient arrivées à Nice à 14h. Éléonore tenait à ce que Lisa arrive reposée le lundi matin. François n'avait pu les accompagner. Arrivée tôt, la fillette avait pu se promener un peu avec sa mère dans Nice. Éléonore l'avait fait répéter pendant 1 heure en fin d'après-midi, mais l'avait obligée à arrêter au bout de ce délai. Après une bonne nuit de sommeil, Lisa était fin prête pour faire face au jury. Ils étaient près de 1500 participants, âgés de 8 à 25 ans, filles et garçons, duos, groupes venant de 21 régions de France métropolitaine, des dom-toms ainsi que d'Espagne et de Belgique, venus pour tenter de confirmer le résultat obtenu lors du concours régional et décrocher une médaille de niveau national. La fillette concourait le lundi entre 11h et midi. Elle avait eu le temps de répéter avec Éléonore. Elle maîtrisait sa variation sur le bout des pointes. Dès son arrivée sur scène, elle capta l'attention du jury par sa grâce. Sa technique était irréprochable. Elle avait une présence sur scène. Elle ne commit aucune erreur. Il fallait maintenant attendre que tous les candidats de chaque catégorie passent, c'est-à-dire le dernier jour, pour avoir les résultats. Chaque jour, Éléonore regarda aussi attentivement que le jury tous les danseurs de toute catégorie. Dans la catégorie de Lisa, elle avait évalué chaque prestation. Pour elle, sa fille avait toutes ses chances. Elle avait aussi beaucoup observé la catégorie correspondant à la classe d'âge de Lisa en modern jazz pour évaluer le niveau. Enfin, le jour des résultats était arrivé. Lisa était blottie contre sa mère. Autant elle gérait bien le stress avant de danser et lorsqu'elle était sur scène, autant l'attente du verdict lui était pénible. Éléonore bondit de son fauteuil. Lisa était classée première de sa catégorie à l'unanimité. Cela lui ouvrait les portes des concours internationaux. Leur avion était à 17h45. Elle ne devait pas tarder. Il leur fallait 20 minutes pour arriver à l'aéroport en transport en commun. Elles arrivèrent juste à temps pour l'embarquement. Le temps de récupérer sa voiture sur le parking de Roissy-Charles de Gaulle, elles arrivèrent à Mont-Saint-Aignan à 21h30. Éléonore avait appelé François pour lui donner les résultats. Il les attendait impatiemment avec Alex. À peine arrivée, Lisa sauta dans les bras de son père. « Bravo, princesse. J'étais sûre du résultat depuis le début. Surtout avec un coach comme ta merveilleuse mère, dit-il en l'embrassant sur les 2 joues. Allez, va dîner, tout est prêt. Tu veux bien me laisser un moment avec maman ? Éléonore, après avoir fait un câlin à Alex, put enfin se jeter dans les bras de son mari. Tous ces jours sans toi, mon amour, une éternité. Serre-moi fort. Moi aussi, le temps m'a semblé long, répondit-il en la couvrant de baisers. Mais d'abord, viens dîner. Nous rattraperons le temps perdu après. Attention, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes et tu n'as plus 20 ans, rétorqua Éléonore avec un sourire coquin. Quand on aime comme je t'aime, on a toujours 20 ans, assura François en prenant sa bouche. Il l'entraîna vers la cuisine. Lisa finissait de dîner et racontait tout à son frère. Sa mère les envoya dans la salle de bain se laver les dents avant d'aller au lit. François avait envie d'être seul avec Éléonore. Ils expédièrent tous les deux leur dîner et se précipitèrent dans leur chambre. Mais la jeune femme voulait commencer par prendre un bain et se dirigea droit vers la baignoire. François se colla derrière elle pour l'emprisonner dans ses bras. Il la souleva et la porta jusqu'au lit pour la déshabiller. « Très bien, mais en attendant que la baignoire se remplisse, nous pouvons nous occuper agréablement. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux parlaient pour elle. Ses mains s'activaient pour le dévêtir à son tour,
et caressait déjà les points les plus sensibles de l'homme de sa vie. Il ne résista pas longtemps aux baisers et aux effleurements des doigts d'Éléonore. Son excitation grandissait avec celle de sa femme, et son membre se tendait près d'éclater. Éléonore se cambra pour qu'il entre plus profond d'elle. À chaque va-et-vient, le délicieux frottement le long de son membre envoyait dans ses reins des ondes de plaisir foudroyantes. Soudain, il ne put différer davantage, et s'enfonça au plus profond d'elle. Ils gémirent à l'unisson, emportés ensemble dans le plaisir. Après quelques derniers coups de rein, François se laissa tomber sur elle, et tous deux, haletants, récupérèrent de cette violence d'essence qui venait de les submerger. Après quelques instants, Éléonore se leva et l'entraîna vers la salle de bain de leur chambre. « C'était un bon début, et maintenant au bain, monsieur mon mari. Un peu de détente avant de continuer. »« Cette proposition ne peut être refusée, madame Vasse. » Éléonore le laissa s'installer en premier et s'assit face à lui, dont le désir était déjà bien visible, et entoura son bassin de ses longues jambes. Mais cette fois, l'un comme l'autre avait envie de faire durer le plaisir, et ils voulaient tous deux faire renaître le désir une bonne partie de la nuit.